Au quotidien, une voiture souffre toujours du passage du temps. Carrosserie ternie, Ça fait pas très frais. plastique griffé, Elle a le poids des années. mécanique qui s'essouffle. Il y a bien de la casse. Vous ne pourrez pas changer le kilométrage ou l'année de mise en circulation. Mais vous pouvez faire oublier le poids des années et avoir réponse à tout pour faire la différence au moment de la vente. Ça te fait quoi de l'avoir dans cet état? Elle est magnifique. Maxime l'épicier est spécialiste dans l'achat et la revente de véhicules. C'est marrant, ça se démode pas ce dessin. Qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment la classe, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça, c'est vraiment le Youngtimer typique. Face à des propriétaires démunis, Ça fait combien de temps que tu essaies de la vendre cette voiture? 4 mois environ, oui. 4 mois pour une voiture comme ça sur le marché, c'est assez long. non? 6 mois. À 6 mois? Oui, 6 mois. T'y arrives pas. Non, j'y arrive pas. l'expert va prendre les choses en main pour identifier les problèmes qui bloquent la vente. Aspect extérieur disgracieux, Bon, les 4 jantes sont mortes. À niveau extérieur, moi j'ai remarqué 2-3 choses. Aïe aïe aïe. défauts mécaniques, mais aussi mauvaise estimation. La voiture, vous en voulez combien? Ce serait plutôt 80 000. C'est stratosphérique. 7100 € c'est un peu cher, faut qu'on l'affiche à moins de 7000. Fais-moi confiance, on va pas la brader ta voiture. Les voitures passeront un check-up esthétique, Je remarque déjà là quelques stigmates. Vous avez pris de la grêle sur le pavillon ou quoi? Ça, à mon avis, tu passes pas de contrôle. Feu dépoli. Il y a des impacts partout. Je suis critique, hein. un essai routier, Pied dedans. 2500, 3000. Et là, la caisse. Voilà, et là, ça part. C'est une voiture qui rend les gens heureux. et un diagnostic mécanique. Il y a un pot d'échappement qui est perforé ici. Les disques sont en bon état, les soufflets de cardan, c'est super. Maxime va faire un état des lieux complet et définir quelles sont les réparations indispensables pour vendre rapidement et au meilleur prix. Ta voiture, faut l'afficher à 10 000 €. On dit qu'on se donne une enveloppe de 1 000 € de travaux. T'essayes de tout faire tenir dans 1 000 €. Donc je pense que 12 000 € dans ta poche, c'est bien, mais c'est le maximum au regard des travaux qu'il y a à faire. L'expert va utiliser un ensemble de techniques et réparations à moindre coût qui permettent de rénover votre véhicule d'occasion pour le rendre propre et attrayant aux yeux des acheteurs. Toi, tu penses que ces opérations-là, il y en a pour combien? À peu près 2000 € pour faire le PC, Ok. la calandre, le capot, le pavillon, une paire de pneus. Régler les problèmes des freins avant-arrière, le budget c'est 1500 €, y compris le redressement de la jante. qui Avec est- la jante, Avec d'accord. la jante. Ils n'arrivent pas à vendre leur voiture. Je vais être franc avec toi, c'est une voiture qui vaut 13 000. Maxime va les expertiser, les rénover, les sublimer jusqu'à les rendre méconnaissables. T'es toujours prêt à la vendre? Je vais avoir de plus en plus de regrets en la voyant là. Et tout faire pour les vendre au meilleur prix. Voiture vendue à 70 500. Voiture vendue. Bienvenue dans Voiture à vendre. Aujourd'hui, Maxime a rendez-vous avec Benoît, un Parisien qui tente depuis plusieurs mois de vendre sa BMW 318i cabriolet sans succès. Et Benoît qui arrive. Oh, elle est jolie cette couleur. Très jolie petite E30. Salut Benoît, ça va? Très bien, et toi? Bienvenue, ouais, t'as fait Merci bonne route? beaucoup. Parfait. Tout décapoté? Bah, j'ai profité du beau temps. Cette chaleur. Salut, Salut. bienvenue. Merci beaucoup. Ah, c'est joli. Ça, c'est vraiment le Youngtimer typique. Dans sa version cabriolet, la BMW E30, équipée du plus petit moteur de la gamme, a été fabriquée de 1991 à 1993. Elle est cotée maintenant à l'Argus entre 13 000 et 13 500 €. C'est de quelle année? Elle est de 93, ouais, c'est la toute dernière de sa génération, effectivement. Première question la plus importante, ça fait combien de temps que tu essaies de la vendre? Ça fait 6 mois que j'essaie de la vendre. À 6 mois? Oui, 6 mois. En 6 mois, Benoît a présenté sa voiture à plusieurs acheteurs potentiels sans réussir à conclure une vente. Une situation anormale pour un Youngtimer apprécié par des collectionneurs fans de la marque allemande. Soit Benoît a fixé un prix trop haut, soit la voiture a des défauts importants qui freinent les acheteurs. Maxime va devoir identifier tous les problèmes, décider d'en résoudre certains et surtout définir l'enveloppe que ça représente. Et pour démarrer son inspection, Maxime commence par la carrosserie. J'ai pas l'impression qu'il y ait de gros chocs, mais il y a plein de petits impacts, tu vois, bon. Oula. Bah dis-moi, j'ai une question. C'est la clé qui est trop grosse ou c'est la serrure qui est trop petite? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu plus de coups de clé en dehors que dans la Je serrure. pense que ça devait être les propriétaires d'avant. Moi, j'ai toujours réussi à vivre. Ah bon, d'accord, mais tu te défausses très, très élégamment. Enfin, ça fonctionne, la serrure fonctionne. Ça fonctionne. D'accord, bon, enfin, tu vois, il y a quand même pas mal d'impact. Et alors là, l'aile, tu vois, il y a des nions aussi. Il y a un là, impact elle a pris- ici. Les pare-chocs. Ouais, les pare-chocs. Alors ça, pareil, tu vois. C'était un petit peu... Ça, à mon avis, je dis comme ça, je pense que moi, demain, je vais acheter la voiture. Déjà, l'aspect esthétique me rebute un peu, tu vois. Je me dis, bon, elle a pris quand même pas mal de ch'tas. Et surtout, tu vois que la peinture est micro-rayée. Alors ça, je te rassure, aujourd'hui, on fait des miracles. Mais toutes les micro-rayures qu'on voit, surtout au soleil, on arrive à peu près à les faire partir.
La voiture a 30 ans et beaucoup de stigmates sur la carrosserie, mais rien d'alarmant pour Maxime. Un polissage permettrait d'effacer les micro-rayures et lui redonnerait de sa superbe. Mais avant de décider si c'est indispensable et dans le budget, Maxime doit continuer son inspection. Place maintenant à l'intérieur de la voiture. Déjà, ce que j'adore, c'est le combo de couleurs. Ça va très très bien. Ce bleu un peu foncé avec l'intérieur bicolore, c'est top et ça me rappelle, tu sais, c'est vraiment des voitures à l'époque du Golden Bug, le mec qui avait un peu réussi. Non, tu vois, c'est vraiment des voitures symbole de réussite. Et aujourd'hui, c'est canon parce que c'est vintage sans faire trop prétentieux. C'est une voiture de connaisseur. Bonne surprise sur l'état intérieur. Bon, encore une fois, elle porte le poids de ses 30 ans. Le cuir des sièges est craquelé, mais aucun point noir au tableau qui pourrait empêcher une vente. D'un point de vue mécanique ensuite, toi c'est une voiture, tu fais beaucoup de frais dessus ou tu roules un peu, ça démarre, tu roules, fais pas trop Je gaffe. l'entretiens vraiment en bon père de famille. J'ai pas eu de gros travaux à faire. Pas de gros travaux pendant 10 ans, c'est beaucoup. Une information qui risque de peser sur le prix et surtout dans la négociation, car certains travaux qui restent à faire comme un embrayage ou un changement de boîte de vitesse, cela peut coûter très cher et décourager d'éventuels acheteurs. Alors, on va regarder parce que si tu veux, c'est des voitures, comme je disais, qui sont très bien conçues, fiables, robustes. En revanche, il y a deux faiblesses sur ces voitures. On va les voir en roulant déjà. C'est le train avant, tout ce qui est cylindre bloc du train avant, ça joue, et le pont. C'est une propulsion, boîte manuelle, et le pont est réputé un peu faiblard. C'est une 318, donc c'est le plus petit moteur à l'époque de la gamme, Ça doit être ça. qui doit faire 115 chevaux. Donc sur le papier, c'est très peu pour une auto qui a l'air assez lourde. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Même si Benoît se montre rassurant sur l'entretien régulier qu'il a apporté à sa voiture, pour s'assurer que la mécanique de cette Youngtimer est irréprochable, Maxime a besoin d'effectuer un essai afin de vérifier qu'elle tient bien toutes ses promesses sur la route. Vraiment, elle est propre. Ce que je veux, on monte dedans, on va aller rouler. Plaisir. Mais tu vois, j'adore, c'est vraiment, t'es chez BM. Le tableau de bord tourné vers le conducteur, le pommeau qui tombe bien dans la main, la typo typique des compteurs, on démarre. On sait où on est. Est-ce que t'as une cassette? Je dois avoir ça là. Non, on met une. Et voilà. T'en es reparti en 93. J'adore, mais c'est énorme. C'est énorme. Donc typique BM, la marche arrière, on casse, allez c'est parti. J'adore. T'as une super visibilité. Bon, il y a un voyant de plaquette qui allume au tableau de bord, tu l'avais remarqué? Oui, il reste allumé, donc je pense que Ah, tu vois la première qui saute? Ouais. Donc ça, Petit voilà, signe, première qui saute, c'est un signe, je pense, de tringlerie de boîte, caméra regardée, on va voir. C'est tout doux, c'est bien foutu, c'est facile. En fait, ça n'a pas vieilli en termes de comportement de conduite. Tu peux rouler avec ça tous les jours. Ouais, très agréable, c'est facile. C'est super facile à rouler. Un essai routier est indispensable pour vérifier les performances du moteur, le comportement général ou encore les organes de sécurité tels que les freins. Car s'ils sont défaillants, ces points peuvent empêcher une vente, surtout sur un modèle comme la 318 Cabriolet. Ouais, en fait, c'est vraiment pas une voiture qu'on conduit dans les tours. Il y a suffisamment de coupe, toi, elle s'inscrit bien, il n'y a pas un bruit de train roulant défectueux, je trouve. Ah non, c'est super. Elle est vraiment, elle me semble très saine. En fait, que tu la pousses en troisième au-delà de 3000 tours ou tu sens quatrième à demi-tour, tu prends exactement la même vitesse. Il y a tout qui fonctionne, j'ai pas de voyant hasardeux, bon à part les plaquettes, ça on va regarder pourquoi. Tout tombe bien sous la main, on est bien assis, t'as une bonne visibilité. Mais déjà pour moi c'est la voiture idéale pour un jeune ou quelqu'un qui veut rouler en voiture un peu vintage. À l'exception du voyant d'usure des plaquettes, l'essai routier est concluant. La voiture répond aux attentes de Maxime et lui donne déjà des idées sur les profils d'acheteurs à cibler. Les collectionneurs bien sûr, mais aussi des jeunes qui souhaitent rouler quotidiennement dans un véhicule vintage. L'essai terminé, la voiture n'échappera pas à l'œil expert de notre garagiste Pierre-André qui va la passer au crible pour identifier d'éventuels défauts que Maxime n'aurait pas pu voir. Salut Pierre-André. Salut Maxime. Ça va? Ça va. Je te présente Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Pierre-André. Le propriétaire d'une E30 318i. Encore. Alors je te disais à Benoît, c'est la première fois que je veux un E30 4 cylindres. Bah oui, c'est un 318i. Bah ouais, c'est 1500 cm3. Non, 1800 cm3. 1790. Oui, Bon, bref, ouais. voilà, bref, c'est pas une 6 cylindres. Déjà l'état du moteur, qu'est-ce que ça t'inspire, la baie moteur, tout? Bah, c'est bien, c'est conforme, c'est dans son jus. Parce que Benoît m'explique qu'il faisait régulièrement des entretiens, contrôle technique tous les 2 ans, mais chez un spécialiste BMW ou un garage? Non, le garage au bout de ma rue qui la connaît depuis 12 ans maintenant. Ah, génial. Et Qu'est-ce donc qu'elle a il comme entretient kilomètres? 181 000. Dernier service à 170 000. Donc il faudrait faire un service. En mécanique, on appelle service
L'ensemble des prestations comprenant la vidange, le remplacement des filtres et des bougies, ainsi que la vérification des niveaux, bref, un check complet du véhicule. La distribution qui a été faite en 2022. Oui. Donc ça, c'est un bon point, elle vient d'être C'est faite, il n'y a pas à bien, refaire. Mais déjà, cosmétiquement, est-ce que tu penses qu'on est capable de la reprendre? Parce que tu vois, là, il y a les traces de clés, il y a les rayures que tu as vues. Je pense qu'il faut déjà qu'on prévoit un bon gros traitement céramique de la carrosserie. Il faut la lustrer, traitement céramique. un beau lustrage. Ouais, beau lustrage. Et la capote, elle est en état? Elle a été changée il y a 12 ans, D'accord. Tissu bleu? tissu noir. On peut la voir? Tu Allez. le montres, Benoît? Je vous montre ça. Moi, j'ai cru voir une rustine, je crois, sur la capote, tu vois. Si Maxime et Pierre-André attachent autant d'importance à la capote, c'est que pour vendre facilement un cabriolet, il est impératif qu'elle soit en parfait état. Tu as dit, Benoît, elle a été changée quand, la capote? Il y a 12 ans. Il y a 12 ans. C'est la première chose que j'ai fait quand je l'ai récupérée. Elle est super belle. Merci. Non, ça, c'est rien à dire, Mickaël. Et le mécanisme électrique fonctionne parfaitement bien. Parfaitement bien. Le diagnostic de Pierre-André continue, c'est maintenant le dessous de la voiture qui va être inspecté. Alors, Un petit check. Il y a un pot d'échappement qui est perforé ici. Donc moi je propose que pour ça on fait une rustine, on fait une réparation. Tout simplement. On soude, oui, pour éviter d'acheter un pot d'échappement parce que sur le reste c'est en bon état. en bon état. Les disques de frein, il y a usure prononcée mais ça passera le contrôle technique. et ensuite, sur la partie Tout le structurelle, berceau arrière c'est propre. Visiblement c'est pas une voiture qui a été accidentée. c'est sûr que tu nous la vends, on n'a rien à faire. Il a été remplacé il n'y a pas Oui. longtemps le flexible d'embrayage avec le récepteur d'embrayage. Pas vrai? Ouais. Ouais, c'est à très fait. visible, c'est en état. Et comment t'expliques que la première et tout saute un peu? Peut-être faire une vidange de boîte, voir s'il y a de la limaille un peu? Oui, pareil, vidanger la boîte, et les boîtes, il n'y a pas grand monde qui les vidange. Les flexibles de frein avant, c'est des bouts de bois. Il faut les changer. Ouais, les flexibles de frein avant, c'est des bouts de bois. Donc Ça, c'est de la sécurité, il faut le ça- faire. Il n'y a pas à négocier. ça, c'est d'origine. Je vais voir derrière. Les flexibles de frein arrière aussi, il faut les remplacer. Ils sont très durs. Voilà. Ils sont mal placés et je pense qu'ils sont complètement d'origine. Bon, ça coûte pas très cher, t'inquiète Non, pas. ça C'est vaut pas- rien c'est pas du une tout. opération Pas qui des coûte gros très cher. travaux. Non, Ça fait t'inquiète pas. partie du service, pour ne serait-ce que le contrôle technique et la sécurité pour le futur acquéreur. Pour une auto qui a 30 ans, c'est en superbe état. L'inspection mécanique de Pierre-André est positive. S'il y a quelques réparations à prévoir, la rustine sur le pot d'échappement, les vidanges de boîte, les flexibles de frein à changer et un service complet, la voiture est saine et les travaux peu coûteux. Pour rappel, une fois le diagnostic complet terminé, Maxime arbitre et décide des travaux à effectuer pour optimiser ses chances de vendre la voiture. Le tout est de rester dans une enveloppe maîtrisée pour permettre au vendeur de rentrer dans ses frais et ainsi proposer la voiture au meilleur prix. Un niveau récap, Pierre-André. Déjà, bon, en dessous, la bonne nouvelle, c'est que la voiture est saine. Saine. C'est une bonne auto. Oui. En gros, il faut dépenser un gros millier d'euros dedans en pièces et Attends, manœuvres. là, tu parles que de la mécanique. Que hein. de la mécanique. Que de la mécanique. Côté esthétique, tout emballé, tu penses qu'il faut compter combien? J'ai ma petite idée, mais... Et c'est encore un ticket de 1000 balles. Donc, on va dire, en gros, Benoît, on pense, tu veux, fourchette haute, qui est 2000 € à mettre dedans. 1000 € mécanique et 1000 1000 € mécanique. esthétique. Exactement. 2000 €, Benoît s'en sort bien, car même s'il l'a entretenu régulièrement, il n'a pas fait de gros travaux depuis 10 ans. Aujourd'hui, toi, tu en veux combien dans ta poche, net pour toi? J'en demande 12 000 €. D'accord. Alors, ouais, Pierre-André. 12 et 2. 12 et 2, 14. Moi, j'ai roulé, j'avais jamais conduit, je trouve ça très sympa pour un jeune, pour quelqu'un comme toi avec des enfants, c'est sympa. Mais le BMX pur, il va même pas venir voir la voiture, faut le savoir. C'est pas grave, hein, tant pis pour lui, c'est une super voiture. Donc je pense que 12 000 € dans ta poche, c'est bien, mais c'est le maximum au regard des travaux qu'il y a à faire. Donc moi, j'estime qu'on peut la mettre à 14 000 € en annonce. Il va forcément y avoir une petite négo. On est là pour te la vendre et on va faire au mieux. Mais tu vois, c'est un petit peu l'équation que je vois. Ça te paraît cohérent? Ouais, je suis en phase avec ça, ouais. Est-ce que tu nous donnes ta clé? On y va? Écoute, avec quelques regrets, mais beaucoup de plaisir, parce que je pense qu'elle pourra faire plaisir à quelqu'un d'autre derrière, donc Et je t'appelle dès qu'on a un premier acheteur avec plaisir. et on la vend au meilleur prix pour toi. Et promis, en plus c'est vraiment une voiture qui me tient à cœur, on va essayer de la vendre ou à un passionné, quelqu'un qui en prendra soin parce que c'est une belle voiture. C'est une belle voiture. Salut Benoît, à bientôt. Merci beaucoup. Benoît. Maxime estime à 2000 € le coût des réparations pour rendre la BMW de Benoît propre et attrayante, ce qui permettra de déclencher rapidement une vente. Notre Parisien souhaite récupérer 12 000 € de cette vente. Maxime va donc rédiger une annonce à 14 000 €, mais il s'attend à des négociations, car c'est la fourchette très haute de l'Argus pour ce modèle. Dans son budget de car staging, Maxime estime à 1000 € le coût d'un polylustrage complet pour redonner une seconde jeunesse à la peinture et créer un coup de cœur. Du côté mécanique, l'investissement de 1000 € aura pour but de rassurer le futur acheteur.
Maxime veut réparer l'échappement, changer les 4 flexibles de frein, faire une vidange de la boîte de vitesse, effectuer un service complet qui comprend vidange, changement des filtres et des bougies. Et ça commence tout de suite. Thibaut, mécanicien de Pierre-André, rentre le véhicule à l'atelier pour effectuer les réparations et s'attaque aux flexibles de frein. Donc je desserre les roues avant. La voiture est munie d'un écrou anti-vol, donc je me munis d'une clé à rallonge. Je desserre les roues avant, je tombe les roues avant. On peut l'apercevoir ici, le flexible de frein, élément de sécurité très important. Ça permet de relier la partie du freinage qui est rigide au châssis à une partie qui est mobile, les roues. Ça permet de transmettre le fluide, donc le liquide de frein, sous pression lorsqu'on appuie sur les freins. Donc avec l'étrier, ça vient pincer le disque. Et le disque, lui, est solidaire à la rotation de la roue. Avec la pression et le fait que le liquide de frein chauffe si le flexible est poreux, c'est l'explosion assurée et l'accident aussi, du coup. Un flexible, ça se change, ça s'use, ça craque, ça peut perdre le liquide, la pression. Et là, plus de frein. Donc, on va les démonter. Changer les flexibles de frein est en soi une opération qui n'est ni compliquée ni coûteuse. De plus, elle est rassurante pour un futur acheteur, car elle garantit un système de frein complètement opérationnel. On voit qu'il commence un peu à avoir des signes de sécheresse. Le nouveau, lui, il est beaucoup plus souple. On voit clairement que là, les filets, il n'y a pas de rouille, c'est nickel. Une bonne purge et c'est reparti pour 10 ans. Un flexible de frein coûte environ 15 €. Le flexible de frein, c'est pas une opération qui est très onéreuse, mais c'est une opération qui est surtout indispensable pour des voitures, notamment comme cette BMW qui est de 1993. Là, on peut clairement voir 29 ans sur la route, ce que ça donne. C'est rouillé, c'est obsolète, c'est craquelé, tout ça, ça dégage. On met du neuf. Il faut maintenant remplacer les flexibles de frein arrière. Tout comme ceux qui se trouvent à l'avant, les flexibles de frein arrière sont reliés au système de freinage, notamment au maître cylindre, par des tuyaux rigides, et ce pour plusieurs raisons. Un rigide résiste mieux à la projection des déchets qui se trouvent sur la route et prennent surtout moins de place. Mauvaise nouvelle, ça s'est pas passé comme prévu. Comme je m'en doutais, il y avait pas mal de corrosion au niveau du flexible de frein, entre le flexible et le rigide justement. Donc en desserrant le rigide à casser, je vais mettre ça à l'étau, je vais le reformer avec du cuivre et des raccords tout neufs. Il faut donc refabriquer le rigide de frein. Pour cela, il utilise du cuivre qu'il façonne à la main pour qu'il prenne la même forme que l'ancien. Ajoutez à cela les raccords pour relier le rigide au flexible et l'opération est presque terminée. Je vais essayer de prendre la même longueur avec un peu de marge, d'erreur forcément. Je vais venir couper mon tuyau. Je vais me prendre 2 raccords en métrique. Je vérifie visuellement la longueur, on est bon. J'oublie pas de passer mon raccord avant de sertir des deux côtés et ensuite je peux passer au sertissage. Donc voilà mon sertissage. Donc on appelle ça aussi une olive. Ça va nous permettre de créer l'étanchéité entre notre rigide et notre flexible. Et lors du serrage, ça va nous créer une étanchéité parfaite. Thibaut peut remettre en place son rigide et finir l'opération de changement des flexibles de frein. Mes flexibles avant, c'est terminé. Flexible arrière, c'est fait. Le rigide, c'est fait. Je vais baisser la voiture, remplir mon bocal de frein, faire ma purge et pour les freins, sera terminé. Pour purger le système de frein, Thibaut va brancher une machine qui va injecter sous pression du liquide de frein neuf et évacuer l'ancien. C'est en desserrant les vis de purge de chaque roue que le liquide va être expulsé. La dernière roue est purgée. Je vais pouvoir enlever ma pression dans ma machine. Les flexibles de frein sont changés, la purge est terminée. Ces deux opérations étaient importantes pour la sécurité du véhicule. Il ne reste plus qu'à remonter les roues. Lors de son inspection, la première chose qu'a vu Pierre-André, c'est l'état du pot d'échappement. Forcément, qui dit trou, dit bruit, et quand on roule en cabriolet, cela peut être gênant. Mais surtout, cela peut rendre réticent un futur acheteur. Il faut donc régler ce problème. Donc je démonte, je décape et je soude. C'est une manière de sauver le pot.
Maxime s'est engagé à respecter un budget mécanique de 1 000 €. Si le pot de la 318 avait dû être remplacé, cette opération aurait coûté près de 400 €, faisant exploser le budget. Heureusement, le silencieux n'étant pas transpercé, il est encore réparable. Il est donc décapé, puis ressoudé pour faire disparaître les trous et sauver le pot d'échappement de la BMW. J'ai fait un premier cordon de liaison entre le silencieux et le tube d'échappement. J'ai fait mon premier trou, il m'en reste 2. J'essaye de faire ça, je mets un petit coup de meulage. Une dernière soudure et on uniformise tout cela. Le pot d'échappement de la 318i est prêt à repartir pour de nombreux kilomètres et cela pour seulement 100 €. Thibaut remet en place le pot d'échappement qui n'a plus aucune fuite. Merci Thibaut. La première partie mécanique de la BMW est terminée, il ne reste plus qu'à s'occuper des vidanges et de l'aspect esthétique de la voiture. Espérons que tout cela ne nous réserve pas de mauvaises surprises qui pourraient jouer sur le prix de vente de notre cabriolet. Pendant que Thibaut s'apprête à s'attaquer au service complet de la voiture, de son côté Maxime attend sur le parking un jeune couple qui n'arrive pas à vendre depuis quelques mois sa Fiat 500 Abarth et notre expert va essayer de comprendre pourquoi. Salut Dorian. Bonjour, Ça va? très bien. Et toi? Bienvenue. Bah oui. Salut Néphise. Bienvenue. Ça va? Oui, ça va et vous? La Fiat Abarth est fabriquée depuis 2008, c'est la version sportive de la Fiat 500. Celle-ci est un modèle 595 Competition, c'est-à-dire qu'elle bénéficie d'équipements et d'accessoires qui la rendent encore plus sportive qu'une Fiat 500 Abarth classique. Elle est aujourd'hui cotée entre 12 000 et 14 000 € à l'Argus. Bon, alors, cette petite Abarth, première question. Depuis combien de temps tu essaies de la vendre? Alors j'essaye de la vendre depuis à peu près 3-4 mois déjà. Ah ouais, c'est assez long. Hein. C'est long, les gens m'embêtent un peu quand ils viennent la voir pour certains défauts. D'accord. Moi je la trouve plutôt bien dans l'ensemble, mais ça a l'air de bloquer en fait. Bon, c'est vrai que 3-4 mois pour une voiture comme ça sur le marché, c'est assez long. Donc, Ouais, c'est problématique. C'est vrai que ce genre de petite sportive est très prisé sur le marché de l'auto car elles sont performantes et peu chères. Alors si leur Abarth n'est toujours pas vendue, c'est qu'elle doit présenter certains défauts qui refroidissent les acheteurs ou qu'ils en veulent trop cher. Maxime va devoir identifier au plus vite les raisons de cet échec. Bon les amis, on va démarrer le tour de la voiture. Expliquez-moi pour vous déjà un niveau extérieur. Moi j'ai remarqué 2-3 choses, un peu les défauts de la voiture. Il y a quelques traces d'utilisation urbaine, donc on voit quelques frottements ici. Là, la jante, Aïe aïe aïe. on n'en parle pas. C'est pas moi. C'est vrai en plus. Voilà, elle prend la défense directement. C'est ta pas défense. Moi moi je n'ai du rien tout. dit. Il y a un pet. Il y a un pet, voilà. Bon c'est pas très grave. C'est assez à connaître. On a un petit POC ici qui était là quand j'ai acheté la voiture aussi. Alors ça c'est plus embêtant tu vois. Ça c'est plus embêtant parce que bon les jantes on a l'habitude de le refaire, c'est assez facile, tu démontes la jante, ça part en carrosserie, ça se refait. Ça en fait est-ce que ça vaut le coup de le refaire ou pas? Vu la voiture moi, et non. dans son état général, je pense pas, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais l'acheteur risque de t'embêter là-dessus et c'est normal. En point positif, alors pour moi et je pense pour certains, c'est esthétique et c'est des feux arrière de phase 3. Mais donc on précise que c'est pas d'origine. Mais c'est c'est toi pas qui as fait d'origine. ça. Voilà, exactement. Et l'insert en carbone aussi est pas d'origine. Vraiment c'est teint de carrosserie et c'est Teinte de la carrosserie. Exactement. Et de ce côté-là, cette jante est plutôt bien. Par contre, si on passe plus du côté avant de la voiture, on a deux choses. On a un enfoncement sur la porte Où ça, montre-moi, je vois pas. qui est juste ici. Ah oui, t'as raison. Ouais, comme elle est toute noire, un peu. Ouais, ok, ouais. Ça pareil, tu vois. Ouais. Et c'est surtout que j'ai pris un nid de poule en fait. Et avec le profil très fin des pneus, on voit ici, ça a tordu Aïe. la jante. Ah ouais. Pourquoi alors tu t'as pas réparé la jante au moins? J'ai commencé à me renseigner, mais en fait, je le sens pas à la conduite. Et je me suis dit qu'on pouvait en discuter avec un acheteur si vous voulez négocier un peu. Moi, j'ai pas forcément le temps ou l'argent. La voiture de Dorian et Néphise présente beaucoup d'imperfections esthétiques, peut-être trop, ce qui peut faire penser qu'ils ne l'ont pas entretenue comme il le fallait. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de le dire, les pneus avant aussi sont un peu usés. D'accord. Ça arrive aux témoins. Donc je pense que... Attends. C'est pas usé là. Là, ils sont morts, mon gars. Une esthétique qui laisse à désirer, des pneus lisses, Maxime a mis le doigt sur les raisons qui font que l'Abarth n'est toujours pas vendue. Mais qu'en est-il de l'état intérieur de la voiture ? La compétition, normalement, est censée avoir un intérieur beaucoup plus sportif qu'une Abarth de grand-mère. En fait, c'est aussi ce pourquoi je la vends maintenant. C'est comme je disais, je commence à faire de la route et en ville, c'est très tape-cul en fait. Oh la vache. Les sièges Sabelt, c'est très joli, mais le dossier, c'est une planche de bois. Alors l'avantage des baquets, généralement, c'est que ça vieillit mieux, je trouve, parce qu'en fait, il y a moins de tissu. Moi, puis ça a été mieux construit, c'est des Sabelt, c'est pas mal. Boîte manuelle, ça c'est trop cool, propre de la compétition. Et si je dis pas de bêtises, l'équipement de la compétition, c'était aussi un lever de vitesse en alu. Ouais. Et le bouchon de réservoir aussi qui est en alu. Bon, c'est des petites choses. Des détails, qui sont sympas. Bon, elle est sale, je pense qu'il faudra la nettoyer. Alors oui, la voiture est sale, mais Maxime n'a relevé aucun défaut à l'intérieur.
Au contraire, cette 500 Competition a des équipements bien spécifiques. Posséder une voiture qui fait partie d'une série spéciale attire les collectionneurs et sont des véhicules recherchés par les tifosi, les fans de la marque. Pourtant, Dorian et Nefis n'arrivent pas à s'en séparer. Il est temps pour notre spécialiste en vente et en revente de véhicules de prendre le volant et d'aller vérifier si le comportement routier ne pose aucun problème. Alors, on va faire. Voilà, on est parti. Toc. Oh, j'adore ce petit bruit. C'est quand même une bagnole qui a été super bien conçue. Écoute-moi. Alors ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, Mais c'est t'as mis un que- échappement dessus. Exactement. Elle avait une ligne Monza d'origine et là c'est une ligne m'arrête, je continue Bombardone. Là, c'est une super petite voiture, mais c'est très raide. Ah ouais. Tu le sens dans le dos, hein, là, il y a une barre de bois. Et en fait, c'est une 4 places. Ouais. Allez, c'est parti. Donc là, je suis en seconde, j'accélère. Ça monte, ouais, ça motorise bien. 6000 tours, tu vois. La boîte est bien guidée. Ouais. Je trouve qu'elle, tu vois, elle tire un peu à droite, la voiture. Ouais, elle emporte un peu. C'est super fun. Tu vois, sur les petites routes comme ça, la direction est très précise. Je trouve que c'est vraiment fun, tu l'envoies. Et la voiture, elle prend bien. C'est un châssis qui est rigide, c'est C'est collé. ça, c'est hein. très guidé. Ah, j'adore. C'est quand même une voiture qui est quand même super bien foutue. Oui. Parce que ça se motorise super bien. Là, les pneus sont morts. Même avec des pneus morts, tu vois, là, on arrive, on est un peu, tu vois, 150, t'es à fond de 4, on arrive à 160. Bon, par contre, les freins, voilà. Les freins, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ouais, il faut anticiper. C'est dangereux, tu vois. Je trouve que les freins, voilà. Et je trouve qu'elle tire quand même à droite. Donc, une fois qu'on aura réparé, à mon avis, la jante et remis des freins neufs, peut-être un petit peu faire, tu vois, un para, une géo pour être Ouais. sûr. Je pense que la voiture, elle est très saine. C'est plutôt, voilà, ce qu'on va regarder au garage et ce qu'il y a à faire, c'est du consommable plus, Ouais, c'est important ça. pour la C'est vente. ça. Elle a besoin d'un peu de soin. Un test routier rassurant en apparence. La voiture ne comporte pas de défauts majeurs, elle marche fort et devrait intéresser des acheteurs fans de sport automobile à petit budget. Il est désormais temps de la confier à Pierre-André pour confirmer que cette abarth est en pleine forme. Je te présente Dorian et Nefis. Bonjour. Salut Nefis. Bonjour. Bonjour Dorian. Enchanté. 1,4 litre, 160 bourrins. Il tire quand même des watts. Hein, 4 cylindres, petite mécanique dans une petite auto bien compacte. Ça a l'air suivi, entretenu. Bon, après, si tu veux, il faut regarder là-dessus plutôt, tu vois, Carlos Stade Oui, Turbo, après, on va regarder, hein. on va la percher en l'air après pour passer en dessous. La voiture, elle a presque 89 000 km. 88 885 km. Bon, c'est pas délirant, mais ça commence à faire un peu pour une petite, tu vois, c'est un 1,4 litre qui est assez sollicité. Il faut aller checker le turbo. Voilà. Dorian, elle a déjà tapé cette voiture? Bon, à ma connaissance, non, et je pense pas, mais on n'est jamais vraiment sûr. Une voiture qui a subi un accident et qui est passée au marbre, pour la redresser, est très difficile à revendre, car l'acheteur se méfie de tous les problèmes que cela pourrait engendrer. Pierre-André doit donc vérifier si effectivement la voiture n'a pas eu de gros chocs, ce qui pourrait compromettre la vente. Elle n'a pas tapé, ou alors si elle a tapé, elle était très bien réparée. Les disques sont en bon état, les soufflets de cardan, c'est super, les rotules, tout ça, ça a l'air vraiment en bon état. Les biellettes de suspension, identiques. Elles n'ont pas de jeu. Les longerons de visu, c'est super propre. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de pliure. C'est la protection d'origine, ça n'a pas été chargé en protection supplémentaire. Alors, les plaquettes, pour moi, c'est rincé. Hein. Les plaquettes de frein, elles sont complètement usées, du moins à l'arrière. J'ai le témoin qui est affiché. On va dire que les consommables, là, t'es allé jusqu'au bout de ce que tu pouvais tirer. Je pense, oui, non je pense. Je pense que c'est le Oui, moment les de... plaquettes de frein, je confirme. On apprend Donc des voilà, choses. il faut lui faire un jeu de plaquettes de frein à l'avant, à l'arrière, une paire de pneus, redresser la jante avec peut-être une géométrie. Pierre-André confirme donc le test routier de Maxime. La voiture est en bon état, mais avec beaucoup de consommables à changer. Nos experts vont devoir conseiller nos propriétaires sur les rénovations à effectuer pour optimiser au mieux la vente de leur abarth. La voiture est saine, c'est une bonne auto, il y a des frais. Aujourd'hui, combien tu en veux, Dorian? Moi, dans l'idéal, j'aurais aimé en avoir 12 500 € Net pour toi. dans ma poche. Bon. Pierre-André, il y en a pour combien? Toi, de ce que tu as vu aujourd'hui en termes de frais, il y en a pour combien? Les freins? Régler les problèmes des freins avant-arrière, le budget c'est 1 500 €. On part sur 1 500 €. Oui, pièces et main-d'œuvre, y compris le redressement de la jante. qui Avec est- la jante, Avec d'accord. la jante. Ok. Toi, aujourd'hui, tu en veux 12 500. Dans l'idéal, ouais. Donc, si on ajoute ton prix aux travaux, c'est-à-dire que la voiture doit se vendre 14 000 €. Ouais. D'accord? Moi, je vais être franc avec toi. Aujourd'hui,
avec le kilométrage, le fait qu'elle soit un petit peu pimpée, c'est une voiture qui vaut plutôt 13 000, je pense. Est-ce qu'avec les travaux, 13 000 €, ça te paraît cohérent? Et est-ce qu'on pourrait pas, à la limite, tenter de mettre à 13 500 €? C'est-à-dire que tu veux qu'on l'affiche, toi, 13 500 €, est-ce que tu serais ouvert à une négo devant la voiture? Là, on en discutera selon l'acheteur et devant la voiture. Ça te paraît cohérent? Ça me paraît cohérent. Très bien. Compte tenu de tout ce qu'on a vu ensemble, les 16 que Pierre-André a vu, est-ce que vous êtes prêts à nous confier la vente de votre voiture, affichée à 13 500 € après les travaux? Avec plaisir. Moi, je pense que ça peut être jouable. Bon, bah moi ça me paraît pas mal. Pierre-André, Allez. chaud? Parfait, ça roule. Tu me donnes les clés, Dorian? Allez. Bon, c'est la dernière fois, non, que tu es censé toucher les clés de ta voiture. Ouais. Bah, je te fais confiance sur ça. Allez, on y va. Bon, les amis, on avance, on vous rappelle dès qu'un acheteur se présentera Ok. pour essayer de sortir la voiture. Très bien. Super. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. À bientôt. Récapitulons. D'après Pierre-André et Maxime, les travaux nécessaires sont le changement des 4 pneus, la réfection de la jante avant gauche, le remplacement des plaquettes avant et arrière, et enfin la vérification du bon fonctionnement du turbo. Coût estimé des travaux, 1 500 €. Dorian souhaite lui récupérer 12 500 €. Compte tenu des conseils de Maxime, Dorian accepte de baisser le prix de 500 €. La voiture est donc affichée à 13 500 €. Rappelons qu'elle est cotée à l'Argus entre 12 000 et 14 000 €. Maintenant qu'il possède toutes ces informations et qu'il connaît parfaitement la voiture, Maxime va utiliser toute son expertise afin de trouver un acheteur le plus rapidement possible. Et pendant qu'il s'active, au garage on ne chôme pas. La voiture s'apprête à passer entre les mains expertes des mécaniciens. Pour commencer, Bertrand va s'occuper de la réparation de la jante avant gauche de la Fiat 500. Ah oui, effectivement, ouais. Donc là, on a un magnifique plat. Ouais, c'est quand même bien dommage. Alors, je vais regarder de l'autre côté. Souvent, c'est par deux les plats. Hein. On prend les trottoirs de face ou les ronds-points. Effectivement, là, il y a un deuxième plat de chaque côté. Dorian n'avait pas précisé que la jante avant droite était également endommagée. Ce sont donc 2 jantes qu'il va falloir réparer et cela va forcément jouer sur le coût des travaux. Mais pour l'instant, il faut démonter ces jantes puis les envoyer chez un spécialiste. Une fois la voiture sur chandelle, Bertrand procède au démontage des roues. Je vais regarder si le plat extérieur est aussi visible de l'intérieur. Donc là, on avait un plat, j'avais le plat ici. Et effectivement, on le retrouve à l'opposé. Donc ce qui veut dire que toute la jante sur cette partie-là est aplatie. Donc on va démonter la roue et on peut voir en même temps que le pneumatique est complètement déformé à ce niveau-là. Rouler avec une jante endommagée abîme plus rapidement votre pneu et peut ainsi nuire gravement à la tenue de route de la voiture. Réparer une jante abîmée est donc indispensable pour la sécurité. Et maintenant, je passe à la phase démontage. Alors, je présente mon pneu de cette manière avec cet outil qui s'appelle un démonte-pneu. Ici, on a le sabot. Ça nous permet de décoller le bord du pneu de la jante, qui est très compliqué à faire, sans abîmer la jante. Alors, il faut faire tout le tour. Je vais descendre le bras et on va extraire le pneumatique de la jante. Je mets en place ce que l'on appelle le sabot. Je maintiens le démonte-pneu et je lance la machine afin de pouvoir sortir le premier côté. Grâce à l'efficacité de cette machine, les pneus sont démontés en quelques secondes. Les pneus sont retirés des jantes. Maintenant, il faut les envoyer directement chez le réparateur. C'est maintenant au tour de Guillaume, spécialisé dans la réparation de jantes en alu, de prendre le relais. Visuellement, on commence à voir un coup ici. Ici, on peut même voir qu'il y a une fissure. Voilà, donc il va quand même y avoir un peu de boulot. Refaire ces jantes a un prix, mais c'est toujours moins cher que d'en racheter des neuves. Comptez entre 200 et 300 € par jante pour des roues de cette taille, contre 600 € pour une neuve. Voilà, donc là on peut voir un gros défaut à l'intérieur, un plus petit à l'extérieur. Une fois les défauts identifiés, Guillaume peut passer à la première étape. On va chauffer un petit peu la jante pour pas qu'elle se fissure quand on va la redresser. Une fois la jante à bonne température, Guillaume va pouvoir commencer à la travailler. Voilà, là on va un peu la marteler pour la faire revenir en place.
Après chaque étape de la réparation, il est important de contrôler la bonne circonférence de la jante. Alors déjà, on va contrôler le fond, là où le pneu appuie, voir déjà s'il n'y a pas de creux. Parce que s'il y a un creux, le pneu ne sera pas étanche. Donc ici, c'est bon. Il me reste un peu la bordure qui est un petit peu tordue. Voilà, à cet endroit-là, on voit, hop. Voilà, pour l'extérieur, là, on est bon. C'est maintenant l'intérieur de la jante qui va être redressé grâce à la même technique. Voilà, donc ici, on voit, il y a une bosse. On va la rentrer. Voilà, là, les... comme c'était neuf. Place à la deuxième jante. Si elle est également tordue, elle a un autre problème. On a une fissure ici, donc l'alu il s'est cassé. Voilà, donc dans un premier lieu, on va enlever la peinture pour bien voir la jante. Hop, donc là voilà, on voit la fissure plus en détail. Donc voilà, là, on va venir donc du coup enlever de la matière, découper pour aller souder le plus profond possible pour une meilleure solidité. Grâce à sa meuleuse, Guillaume va creuser en profondeur pour pouvoir souder au cœur de la jante. Voilà, donc là on voit la fente de l'autre côté, donc voilà, on va la souder aussi par l'extérieur. Il ne reste plus que les dernières finitions et les jantes seront de nouveau opérationnelles. Avec tout le travail effectué, la réparation des deux jantes avant qu'elles ne soient repeintes a coûté 710 €. Si cet investissement peut paraître conséquent, il est pourtant indispensable pour que Maxime puisse trouver un acheteur. Les deux jantes sont terminées, donc bon, celle-là sans souci particulier, c'est des choses qui sont quand même assez basiques. Celle-là, ça a été un peu plus compliqué parce qu'à ce niveau-là, donc on l'a vu tout à l'heure, la grosse fissure qui était à travers le bâton et dans le plat ici. Donc il a fallu tout ressouder et donc refaire toute la forme du bâton. Les jantes sont prêtes pour Pierre-André, donc j'espère que ça va l'aider à vendre la Barthe. Avant de la vendre, il faut déjà repeindre les jantes afin de leur redonner tout leur éclat et valoriser ainsi le prix de vente de cette Abarth. Et c'est Pierre-André en personne qui va s'en charger. Maintenant, à moi de la déglacer complètement, d'enlever le brillant. On va la rendre complètement mate. Et avec un coup de lac noir, ça va être plutôt économique. Une fois le ponçage terminé, Pierre-André dégraisse et nettoie les jantes. Voilà. Dernière étape, la peinture. Alors maintenant, ça a séché suffisamment pour passer la couche finale. Comme ça, je couvre là où il y a un petit peu des manques. Après 3 heures de séchage, il ne reste plus qu'à remonter les pneus, remettre des valves et faire le rééquilibrage. Et pour ça, on retrouve Bertrand. Je vais mettre les pneus sur la machine et puis on y va. Chaque fois qu'on change les pneus, on change la valve. C'est du systématique. La valve d'un pneu est soumise à de fortes pressions lorsque votre véhicule roule et peut ainsi se détériorer. Il est donc important de la remplacer afin d'éviter les pertes de pression. Là, je retire ce qu'on appelle l'obus. C'est pour faciliter le gonflage du pneumatique lorsqu'on vient de le remplacer. Après avoir savonné la valve, Bertrand l'insère sur la jante. Celle-ci permet d'obtenir une étanchéité parfaite entre le pneu et la jante. Ensuite, il faut s'assurer que le pneu soit correctement monté, car oui, les pneus ont un sens. L'inscription « Outside » extérieur doit être visible pour une personne qui se trouve à côté de la voiture. L'inscription « Inside » intérieur signifie que cette partie du pneu doit être positionnée du côté intérieur de la voiture. Les pneus montés par Bertrand sont des run flats. Ce type de pneu ne contient pas de chambre à air. En cas de crevaison, cela permet de parcourir encore 250 km à une vitesse maximale de 80 km/h. Le coût des deux pneus est de 200 €. Effectivement, c'est rentré tout seul. Maintenant, on va le gonfler. Donc tout à l'heure, j'ai enlevé l'obus en plein milieu de la valve. Ainsi, l'air va passer beaucoup plus vite pour gonfler le pneumatique. Alors attention aux oreilles, ça va péter.
Une fois les pneus gonflés, il ne reste plus qu'à les équilibrer avant de remonter les roues. L'équilibrage des pneus permet d'éviter les vibrations au volant ainsi qu'une usure irrégulière des pneus. Il évite également une usure prématurée des organes de suspension et de direction. Donc je fais tourner ma roue, tout doucement à la main. La machine va s'arrêter d'un coup. Sur le petit rond ici, elle se bloque. Donc là, je dois mettre 55 grammes. Je vais prendre les masses autocollantes qui se trouvent ici. C'est des masses autocollantes de 5 grammes par 5 grammes. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 55. Hop, je suis la flèche. Et je le reporte sur le milieu de ma jante, plus ou moins. Et je viens coller ma masse autocollante au milieu. Placer ces plombs à l'intérieur de la jante permet de répartir le poids de la roue de façon précise et uniforme. Maintenant, on va vérifier l'équilibrage en relançant ma machine. Et on va vérifier si on tombe à 0. 0, 0, la jante est parfaitement équilibrée. Jante réparée, gonflage et équilibrage effectué, la Barth peut enfin retrouver ses routes. Avec ses 2 jantes refaites à neuf, la Fiat 500 de Dorian sera forcément plus attractive pour un potentiel acheteur. Il est temps de retourner au garage pour la suite des réparations de la BMW 318i. Rappelons que le coût des travaux fixé par Maxime ne doit pas dépasser les 2000 €. Les flexibles de frein ont été changés, le pot réparé. Thibaut va maintenant s'attaquer à la vidange, une opération indispensable pour faciliter la vente de la voiture, car c'est une charge en moins pour l'acheteur. Faire une vidange à chaud, c'est le top, parce que justement, tous les résidus métalliques, que ce soit dans la boîte ou dans le moteur, sont en suspension avec le chaud. Une huile chaude, elle est plus fluide. Donc elle va mieux s'écouler, donc toutes les impuretés, l'huile qui est cramée, tout ça par le temps et par la chaleur va donc sortir forcément par la vidange. Et donc on aura une vidange complète, on va dire. Donc je commence tout d'abord par ouvrir en premier mon bouchon de remplissage. Beaucoup font l'inverse, mais si jamais on arrive à vidanger la boîte et qu'on n'arrive pas à ouvrir le bouchon de remplissage, en fait on ne peut plus remplir la boîte de vitesse. Et la voiture est en panne. Je dévisse le bouchon de remplissage, ça va permettre un meilleur écoulement de l'huile déjà. Donc là on voit que la boîte est clairement bien remplie. C'est un remplissage à débordement, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu d'huile qui sorte lors de l'ouverture du bouchon. Une fois que c'est égoutté, j'ouvre la vidange, ça coule et on passe au moteur. Là je dévisse la vidange, donc là on va légèrement se reculer, pas se faire arroser. Donc là voilà, on voit clairement il y a de la limaille sur le bouchon. Donc ça, c'est un bouchon qui est aimanté. La limaille est une poudre formée par l'usure d'un métal. Dans ce cas, elle est issue du frottement des synchroniseurs qui se trouvent dans la boîte de vitesse. La présence de cette limaille peut expliquer les difficultés rencontrées par Maxime pour passer la première vitesse. Et après quelques minutes et la fin de l'écoulement de l'huile usée, allez, on y retourne. Il est temps pour Thibaut de revisser le bouchon de vidange et de s'attaquer au remplissage de la boîte. Pour la remplir, je vais utiliser cette pompe à huile. Ça va me permettre, à l'aide de ce levier, d'injecter de l'huile par ici. Ici, contrairement à d'autres types de vidange, l'accès au remplissage de la boîte de vitesse ne peut se faire qu'en étant sous la voiture. Il faut donc une pompe pour acheminer la nouvelle huile dans la boîte. Donc maintenant, on se retrouve sous la voiture. J'avais préalablement desserré mon bouchon de remplissage qui se trouve au-dessus de la boîte. Donc je mets l'embout de ma machine à l'intérieur. Une fois que l'huile commence à couler par le trou de remplissage, je prends le bouchon, je revisse, je serre et la vidange sera terminée. Vidanger une boîte, ça lui fait le plus grand bien, ça fluidifie vos passages de vitesse et pour la durée de vie de la boîte, il n'y a pas mieux. La vidange de boîte est terminée. Thibaut peut maintenant passer à la vidange du moteur. Donc là, la couleur brune, c'est typique des voitures essence. Là, franchement, elle a clairement pas trop de kilomètres. Donc c'est une voiture qui est quand même assez saine. Pendant que l'huile s'évacue, Thibaut en profite pour changer le joint du bouchon de vidange pour assurer un maximum d'étanchéité et ainsi éviter les fuites. Une fois cette opération effectuée, il faut descendre la voiture.
Thibaut doit maintenant changer le filtre à huile. Je me munis pour ça normalement d'une clé de 13. Donc je retire la cloche du filtre à huile. Je laisse le filtre à huile un peu s'égoutter. Et voilà le filtre à huile. Le rôle du filtre à huile est donc de purifier l'huile moteur en filtrant les hydrocarbures qui sont les résidus d'huile brûlée et les particules métalliques dues à la friction du moteur. Les particules d'hydrocarbures logées dans le papier filtrant vont noircir le filtre et les particules mécaniques qui résultent de la friction vont y laisser des morceaux brillants. Un filtre à huile usé ne remplit plus entièrement son rôle et peut entraîner une consommation excessive d'huile, une usure prématurée du moteur, ainsi qu'une consommation supérieure de carburant, car avec un filtre à huile saturé, le moteur monte en pression, il a donc besoin davantage de carburant, et enfin, une augmentation des fumées d'échappement dans certains cas. Changer un filtre à huile coûte seulement 10 €. Je me munis d'une pointe. Je viens enlever le vieux joint. On voit clairement qu'il a ses années et il est bon pour aller à la poubelle. Un petit coup de nettoyant. Je mets un peu de gras sur le joint. Ça permet une meilleure étanchéité pour éviter que le joint se pince au remontage. Donc on le met bien dans son logement. Pour le couvercle, on est bon. Maintenant, je m'occupe de la vis qui tient le couvercle. J'enlève le petit joint, donc celui-là il est tout petit. Je prends le nouveau. Hop. On vient prendre le filtre neuf. Il n'a pas de sens. Donc je vais mettre la référence vers le haut, mais ça n'a aucune importance. Hop. Le filtre à huile changé, il est temps de donner une nouvelle huile à cette 318i et de vérifier le niveau. Donc mon huile a coulé. Donc là je tire la jauge. Premier point minimum, deuxième point maximum. Donc là c'est parfait. J'ai plus qu'à démarrer, amorcer mon filtre à huile et faire mon complément d'huile. Voilà. Donc maintenant que mon filtre à huile est amorcé, je vais retirer la jauge et faire mon complément. On peut voir que le niveau a baissé de moitié. C'est tout à fait normal. Je fais mon complément, une fiche de vidange et la vidange est terminée. La vidange de la boîte et du moteur effectuée, Thibaut va finir le service avec le changement du filtre à air et des 4 bougies. Ceci est la boîte à air. Le filtre à air se trouve ici. Je démonte, je regarde l'état du filtre. Le filtre à air est le poumon de la voiture. Sa mission principale est de retenir les poussières contenues dans l'air afin de filtrer les impuretés. Grâce à son action, il protège efficacement les différentes pièces qui composent la chambre d'admission d'un moteur. En l'absence d'un tel système, la poussière, le pollen et certains débris pourraient rentrer dans le moteur et augmenter la consommation de carburant. Un filtre à air neuf coûte 15 €. Le filtre à air remplacé, Thibaut s'attaque aux bougies. Des bougies en bonne santé, ça va permettre au moteur déjà de tourner rond, d'avoir une bonne combustion, ce qu'on appelle la combustion parfaite, de ne pas rater, de ne pas avoir de perte de puissance, de ne pas avoir de possibilité de casse moteur. Je m'attelle au démontage. Je me munis d'un aimant et je vais chercher les bougies. Là on peut voir que les bougies n'ont pas été changées depuis un moment. On le voit déjà à l'aspect extérieur de la bougie, on voit clairement que ça fait un moment qu'elle est là. Et on le voit surtout à ce qu'on appelle l'électrode. Elle s'est usée anormalement et on peut constater que ça fait clairement un petit moment qu'elles sont là. Pour 4 bougies comme celle-ci, il faut compter environ 25 €. Je me munis de graisse cuivrée. Ça permet un serrage homogène des bougies. Il faut bien entendre le clic. Les bougies, on est bon, on passe à la suite. Effectuer une révision complète du véhicule est un argument supplémentaire pour la vente. Investir 300 € de pièces et main-d'œuvre donne l'image positive d'un véhicule bien entretenu et rassure l'acheteur, car il n'aura aucune révision à faire pendant 2 ans. En attendant la suite des réparations, nous allons retrouver Maxime qui a quelques conseils à nous donner. Alors Maxime, comment bien essayer une voiture avant de l'acheter ?
Alors déjà, bon, vous mettez au volant, vous vous mettez à peu près à votre place, voilà, c'est votre future voiture, il faut être bien. Vous démarrez la voiture, vous êtes au ralenti, d'accord? Déjà, tout de suite, vous voyez. Alors, il y a de la musique, vous éteignez la musique, toujours, vous fermez les vitres, même s'il fait chaud, voilà, hop. Et là, l'idée, c'est d'être le plus attentif à tous les bruits que vous pouvez entendre, que ce soit à l'intérieur, les bruits de plastique, de frottement, de vitres. Là, il n'y a rien, c'est plutôt calme. Vous essayez, vous écoutez, vous ressentez à la pédale d'embrayage, la garde d'embrayage, il faut que ça passe. Je teste le point d'embrayage, d'accord? Là, il n'est pas trop haut, c'est bien. Plus le point de patinage de l'embrayage est haut, plus c'est-à-dire que l'embrayage est fatigué. Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est de passer tous les rapports. Là, on est à 70 à l'heure, c'est pas grave. Là, je suis en 5e, je suis en 6e. Là, je suis à 1000 tours. Vous voyez, quand la voiture reprend, il ne faut pas qu'elle hoquette, même en sous-régime. Là, on est sur une ligne droite. Vous lâchez le volant avec prudence. Il faut que la voiture aille tout droit. Il y a quelques virages. Il faut que ça soit précis. Il ne faut pas qu'il y ait de jeu. Voilà. Il faut vraiment aller sentir. Vous pouvez faire un petit peu de zigzag, pas trop, mais sentir qu'il n'y ait pas d'affaissement particulier, de bruit, de grincement. Voilà, que ça soit bien droit. Ça veut dire que la direction est plutôt bien réglée, plutôt équilibrée et que le train avant est aussi équilibré. Parallélisme, il n'y a pas besoin. Géométrie, il n'y a pas besoin. Alors ensuite, point important, évidemment, il faut vérifier le freinage. C'est un élément extrêmement important de la voiture. Donc vous mettez une vitesse relativement importante, voilà, au moins 70-80 km/h. Vous tenez le volant et vous freinez et vous pilez. Voilà, vous pilez, vous n'hésitez pas à quasiment casser votre vitesse. Il faut que ça freine, sans bruit, sans patinage, c'est important. Et vraiment qu'on ne sente pas un bruit de plaquettes, d'usure. Hein. Vous pouvez aller la chercher un peu dans les tours. Voilà, vous accélérez, vous les lâchez en 3e. Ce que je vous conseille aussi pour voir un peu l'accélération et la manière dont la voiture prend ses tours, vous freinez. Là, je me remets en seconde et on accélère. Voilà, et vous écoutez. Là, la voiture prend ses tours, c'est linéaire. En charge d'accélération, il n'y a pas de trou, c'est bien. Et évidemment, vous jetez toujours les yeux sur le tableau de bord pour voir la température d'eau, la pression d'huile, la température d'huile, enfin ce que vous êtes capable de voir au mano sur le tableau de bord. Vérifiez qu'il y a un qui s'allume, qu'il n'y ait pas d'alerte. Un essai routier, c'est pas faire 500 mètres. Allez faire 5 km, 10 km avec le propriétaire. Demandez à conduire la voiture. Et avant de terminer votre essai, vraiment, projetez-vous dans la voiture. Est-ce que vous y sentez bien? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que la position de conduite vous plaît? Il faut que vous vous sentiez bien. Voilà. N'écoutez pas trop le vendeur. Il va vous la vendre, c'est sa voiture. Faites-vous votre opinion. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez au volant. Là, moi, dans cette S3, on est bien tenu dans les baquets, la position de conduite est bonne, c'est une voiture qui me plaît. Merci Maxime pour cette démonstration. La 318i est presque terminée. Mécaniquement, tout est fait, il faut maintenant passer aux détails cosmétiques de la voiture pour la rendre irréprochable et intéresser de jeunes acheteurs ou des collectionneurs. Sans doute le véritable atout qui va permettre à Maxime de vendre la voiture très rapidement. Et pour commencer, c'est Mathias, un carrossier de la région, qui va s'occuper de cette vilaine aile cabossée. Première étape, repérer les enfoncements et les déformations. Ensuite, il faut préparer les surfaces en décapant intégralement les zones déformées avec la brosse. Bon, je termine à la main pour fignoler les endroits inaccessibles à la ponceuse, pour pouvoir mastiquer ensuite et redresser avant. Alors d'abord, je vais commencer par mettre un coup de roloc. Ça va me permettre d'enlever la peinture jusqu'à la tenue pour pouvoir tirer au tire-clou. L'appareil à débosselage s'appelle un tire-clou. On relie la masse à la zone de réparation, l'appareil se soude à la carrosserie, puis il ne reste plus qu'à tirer pour débosseler la voiture. Alors là que j'ai nettoyé la zone, que j'ai redressé tout ça, je vais poser le mastic sur les endroits où je sens encore des défauts. Alors du coup, je vais poncer le mastic à l'aide d'une cale afin d'équilibrer le mastic et qu'il soit bien régulier, bien droit. Mathias ponce le mastic pour enlever le surplus de matière et faire en sorte que l'aile soit plane. Maintenant que le mastic est fini, je vais passer à la préparation pour l'après. Quand c'est fini, il y en a encore. Mathias ponce l'intégralité de l'aile pour enlever l'ancienne peinture et la préparer pour l'étape suivante. Comme l'aile va être intégralement repeinte, il faut protéger les autres éléments de carrosserie pour éviter les projections de peinture. Alors voilà, là je vais préparer mon après pour apprêter l'aile d'ABM. Alors la couche d'après, comme son nom l'indique, c'est la couche que l'on met avant, c'est évident. C'est la sous-couche de préparation permettant de rendre propre la pièce qui va être repeinte pour une homogénéité de la peinture.
Comme une recette de cuisine, Mathias met 100 g d'apprêt, auquel il ajoute 25 g de durcisseur et 10 g de dilueur. On passe tout ça au chinois, enfin, on filtre cette préparation, et hop, notre apprêt est prêt. Il ne reste plus qu'à le vaporiser sur l'aile. Voilà, maintenant que j'ai fini d'apprêter, plus qu'à attendre le temps de séchage et puis place à la peinture. L'apprêt est sec. Mathieu reprend la main sur la BMW pour peindre maintenant l'aile. Alors maintenant on vient de rentrer la voiture dans la cabine, on va passer à la phase peinture. Et comme la voiture est un peu âgée, que le code couleur ne correspond à rien, on va la flasher à l'aide du spectro pour qu'il nous donne la couleur la plus belle possible pour le véhicule. Elle va pas donner la vraie couleur, elle va chercher au mieux en fonction de l'année et tout, elle va calculer elle-même ce qui est la couleur qui ressort le mieux pour ce véhicule, pour s'adapter en fait. Voilà. Là pour l'instant on va la brancher à l'ordinateur. Et elle va me dire ce qu'elle a trouvé de plus ressemblant et à moi de voir avec d'autres plaquettes, voir si ça correspond ou pas. Allez, on continue là. L'ordinateur donne à Mathieu le mélange de couleurs qu'il faudra faire pour obtenir la même teinte que la voiture. Voilà, là, il nous a trouvé un truc qui a l'air pas trop mal. Recette numéro 2, pour faire une belle peinture de 318, il faut 73,7 g de bleu, 18,2 g de violet, et puis un peu de blanc, évidemment. Et si on se trompe de pas grand-chose, ben ça peut tout fausser. Mathieu mélange la préparation, enfile sa combinaison, et c'est parti pour la cabine de peinture. Pendant que la première couche sèche, Mathieu prépare le vernis pour la finition. Et on va vernir. Mathieu applique le vernis. Voilà, vernis terminé, plus qu'à attendre que ça sèche et voir le résultat. Oh, bah c'est bon, c'est pas trop mal. Voilà, la voiture est terminée. Elle a bien repris un bon coup de jeunesse, l'aile qui avait ses petits coups, ses petits éclats et sa peinture. On voit que la couleur est bonne, la réparation a été faite proprement. Plus qu'à terminer, fignoler le reste avec un bon lustrage et une bonne préparation de nettoyage. La réfection de l'aile avant gauche très endommagée était indispensable pour convaincre de futurs acheteurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est parfait. Les réparations de la BMW sont quasiment terminées. Il ne reste plus qu'à Camille, notre detailer, de passer un bon lustrage pour enlever toutes les traces de rayures de la carrosserie. Sur cette 318, je vais effectuer un polissage intermédiaire. Ça corrige environ 50 à 60% des défauts, des micro-rayures. Ça va donner aussi de la brillance et ça va donner beaucoup plus de valeur pour sa vente. J'ai plus qu'à me retrousser les manches et à faire toute la voiture. Avec un polylustrage de qualité réalisé par Camille sur tout le reste de la carrosserie, la BMW 318i de Benoît va devenir carrément irrésistible. C'est le grand jour pour l'allemande. Maxime a trouvé un acheteur. Il vient donc récupérer la BMW 318i de Benoît pour la vente. Bon, elle est magnifique Mais cette t'as vu le bagnole. résultat, C'est qu'il va plus vouloir la vendre. Bonne nouvelle pour Benoît, le coût des travaux était au départ estimé à 2 000 €. Il n'aura finalement été que de 1 500 €. Et ça tombe bien, car ne trouvant pas de personnes intéressées, Maxime a finalement baissé le prix de l'annonce à 13 500 € au lieu des 14 000 prévus, et ça a marché. Reste à réussir la vente, et ça c'est le domaine de notre expert. Et cet acheteur qui attend patiemment Maxime, c'est Thomas. Il a littéralement craqué sur la voiture. Ça va? La forme. Écoute, la voilà.
Elle est magnifique, c'est comme tu m'avais dit. À froid déjà, qu'est-ce que tu À froid, ressens? je vois que la carrosserie pour 30 ans, elle est vraiment super. C'est la couleur d'origine. Ouais, alors voilà, c'est la couleur d'origine. Couleur d'origine ravivée par un polylustrage complet de la carrosserie. Viens voir. Parce qu'il y avait un gros défaut sur cette voiture, c'est qu'elle avait pris un nion ici, tu vois, à l'avant, et on a fait, tu vois, c'était enfoncé dans le phare. D'accord. On a tout refait. Ok. Donc tu vois, l'aile avant gauche complète a été revue. Vraiment, on a fait un boulot de fou. Donc elle a quelques petits stigmates, les plastiques, mais je trouve que, enfin, elle a un look d'enfer, quoi. Ce qui a été fait sur la voiture, d'accord, flexible de frein complet. Ouais. Donc les 6, il y en a 6 là-dessus. Vidange, service complet de la voiture, fil, bougie, vidange complète. Très bien. L'échappement, il y a un problème sur le silencieux qui a été ressoudé bord à bord, c'est nickel. Si tu veux la voiture, il n'y a rien à faire. Ouais. Elle est nickel. Et surtout, je veux dire, moi, c'est une auto que j'aime beaucoup parce qu'elle a presque toutes les options de l'époque. Elle a l'intérieur qu'on appelait aujourd'hui, c'est le Pack-M, avec les sièges sport, les jantes BBS. Puis regarde cette gueule, quoi. Enfin, elle est magnifique, ouais. Superbe. La voiture est toute d'origine. Donc le tableau de bord, c'est une grande chance que généralement il y a toujours des petites craquelures, des fêlures, tout ça. Là, c'est nickel. Les cuirs sont d'origine, il n'y a pas de défaut. Maintenant, ils ont le poids des années. Ils sont vécus, ouais. Voilà. Si tu achètes la voiture, je pense que tu pourras arriver à les raviver encore plus. Mais bon, franchement, c'est déjà vraiment propre. Bon, Max, j'ai l'impression que Thomas n'a qu'une envie, se retrouver au volant. On va essayer. Tu m'emmènes? Allons-y. Allez, vas-y. Et la radio cassette fonctionne. Mon Dieu, avec une cassette à l'intérieur. Et ouais, c'est les Pink Floyd, je crois. Thomas, Maxime et les Pink Floyd embarquent donc pour un essai déterminant pour la vente. Cet essai routier indispensable lors de l'achat d'un véhicule permet à Thomas de se familiariser avec la voiture et ainsi de vérifier son bon fonctionnement. En termes de sensation de conduite, tu t'attendais à ça ou Ouais, tout à fait, ouais, un truc assez souple, assez coupleux. Ouais. Vraiment, ouais, c'est cohérent. Bon. C'est vraiment ce que je voulais, ouais. Bon bah écoute, je suis très content. Thomas a l'air ravi, mais maintenant Maxime doit conclure la vente. C'est lui qui va mener les négociations entre Benoît le propriétaire et Thomas. Ça va? Très bien, merci beaucoup. Je te présente Thomas. Thomas. Enchanté, Thomas. Enchanté. Benoît, tu m'as confié la vente de ta voiture. Voilà un acheteur. T'es toujours prêt à la vendre? Toujours prêt à la vendre, même si effectivement je vais avoir de plus en plus de regrets en la voyant là. Thomas, donc toi aujourd'hui, c'est une voiture que tu veux acheter à quel prix? Parce qu'elle est affichée à 13 500 €. C'est un prix qui te convient? C'est un peu cher pour moi, 12,5. Je pourrais y aller. Mais 13,5, c'est bien trop haut pour moi. Donc tu veux baisser le prix de 1 000 €? Ouais. La négociation démarre mal pour Benoît. Avec une proposition de 1 000 € de moins, la vente s'annonce compliquée. Maxime va devoir trouver un accord entre les deux parties pour remplir son objectif, vendre cette 318i qui, rappelons-le, est en vente depuis 6 mois. Ne t'évanouis pas. On est un peu en dessous de ton prix, puisque toi tu en voulais 13 500 €. Ouais. Hein, Thomas, tu fais une offre à 1 000 €. Sous le prix. Tout à fait. C'est un peu agressif, t'en as conscience. J'en ai conscience, oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi, aujourd'hui, à 12 500 €? Bah, 13 500 pour moi c'était le bon prix. C'était ton prix. C'était mon prix, c'était le bon prix. Toi, 12 500, je te sens pas. Ça me paraît un tout petit peu bas. Ouais. Ça me paraît un tout petit peu bas. Encore une fois, voilà, je ne m'étais pas forcément préparé à ce prix-là. Je comprends. Alors, ce que je vous propose, les gars, maintenant on va faire simple. Thomas est à 22 ans. Je pense que toi, tu es quand même content de savoir que la voiture, elle part aussi dans les mains d'un passionné et pas d'un type qui va la remettre sur le marché 3 fois plus cher ou qui va la rouler n'importe comment. Et Thomas, je pense que tu es aussi content de savoir à qui tu l'achètes. Cette voiture qui a son carnet, tu as vu les frais qu'on a fait dessus, elle est belle histoire, ouais. Donc, moi, ce que je vous propose, à mon avis, c'est qu'on coupe la poire en deux et qu'on la sorte à 13 000 €. Thomas, je te dis, c'est mon métier. Une 318 dans cet état avec cet historique-là, c'est son prix, t'en trouveras. Je pense que tu n'auras pas d'autres d'occasion sur le marché de trouver une voiture qui soit aussi saine, toute d'origine, ayant été roulée avec attention. Je pense pas que tu en trouves. Voilà, t'es d'accord, Benoît? Benoît, t'as vraiment pris soin. Moi, ça fait 12 ans que je l'ai, elle est bien entretenue. Et effectivement, là, avec les rénovations que vous avez pu faire, je pense que c'est un joli produit. Voilà. Et pour moi, en tout cas, 13 000, ça me semble être le bon prix. En tant que vendeur. Toi, t'es prêt à faire un effort de 500 €? 13 000, regarde, comme il a l'air content. Je suis persuadé qu'il va en prendre soin et qu'il va lui faire vivre de nouvelles aventures. Bien sûr, et tout à fait. ce passage de relais aussi peut être sympa, quoi. Voilà, c'est sympa. 22 ans, première voiture de collection. Benoît fait un effort de 500 €. À 13 000 €, est-ce que tu es capable d'y aller? Écoute Max, je te fais confiance. 13 000, j'y vais. Bon, 13 000 €, on est bon? On est bon. La voiture est vendue à 13 000 €. 13 000 €. Voiture vendue, pouvez-vous serrer la main? Félicitations Merci Thomas. beaucoup Benoît. Bah voilà. Merci Maxime. On te regarde partir. Salut Thomas.
Et À bientôt. prends bien soin de la voiture. Ça roule. Bonne Merci route. beaucoup. Bon, on va quand même le regarder partir. Ça te fait quoi l'avoir partir comme ça? Ah, c'est un petit bout de vie qui s'en va, effectivement. Mission accomplie pour Maxime qui a réussi à vendre la BMW 318i de Benoît en quelques jours seulement, alors que celui-ci essayait depuis 6 mois. Benoît en attendait 12 000 €. Aux 13 000 € que va payer Thomas, il faut enlever les 1 500 € de réparation. Notre Parisien va donc récupérer 11 500 €. C'est une très belle opération et un vrai succès pour Maxime. Il reste encore quelques travaux sur la Fiat Abarth pour pouvoir la vendre. Sur cette Abarth, le véhicule est doté d'un turbo. L'organe le primaire de ce turbo, c'est la turbine. Et là, on a une chance, c'est que c'est entre guillemets assez accessible. Je vais pouvoir aller voir à l'intérieur du turbo si la turbine a du jeu, oui ou non. Le turbo est un système de suralimentation d'air. Il est donc destiné à augmenter la puissance de votre véhicule. De la partie admission, je peux aller toucher et constater le jeu qu'il y a dans l'ailette du turbo. Et alors là, c'est magnifique, il n'y a pas du tout de jeu. Elle tourne super bien, elle est entièrement fonctionnelle. C'est un turbo qui est en bonne santé, c'est parfait. C'est une très bonne nouvelle pour Dorian, notre vendeur. Les réparations de la Fiat Abarth touchent à leur fin, mais avant que Maxime vienne la récupérer pour la vendre, il reste à effectuer une opération sur le pare-choc arrière et c'est Rémi qui se charge du polylustrage. Je vais vous montrer en détail. Donc on voit une légère rayure qui est en surface. Pour atténuer cette rayure, il va se servir de différents grains de pâte qu'il va utiliser de manière successive. 2 choses à savoir. Première chose, ne jamais appuyer sur l'outil quand on passe. Parce qu'en fait, on fait travailler la matière, elle monte en température et on peut parfois même jusqu'à décoller le vernis. Et la deuxième chose à savoir, c'est qu'en fait, il ne faut pas non plus passer trop de temps sur la même surface parce qu'en fait, on finit, s'il y a très peu de peinture, on finit par enlever la peinture et là, on se retrouve à l'après et là, il faut repasser une couche de peinture. Si l'aspect mécanique est primordial sur une voiture, c'est souvent l'aspect esthétique qui l'emporte et qui peut aider à concrétiser une vente. On a enlevé une grande partie de la partie blanche de la rayure. Par contre, on voit qu'il y a des rayures beaucoup plus profondes et là, on est carrément au plastique. Donc, on ne pourra pas faire des miracles. Pas de miracle, mais Rémi persévère avec une pâte au grain plus fin. Ouais, donc là, c'est pas miraculeux. Les rayures sont trop profondes pour réussir à les atténuer avec un seul produit. Rémi met la voiture au soleil pour contrôler le travail effectué. Bon, c'est quand même mieux qu'avant. J'ai réussi à enlever l'auréole qu'il y avait tout autour des rayures. Il reste quand même 3 grandes rayures principales. Mais bon, elles sont beaucoup trop profondes, je ne peux pas les récupérer. Même si le résultat n'est pas parfait, les griffures sont moins visibles et ça peut tout changer lors de la vente. Un véhicule en mauvais état esthétique perd forcément de la valeur. La voiture de Dorian a donc subi un très beau lifting et elle n'attend plus que son nouveau propriétaire. C'est donc à Maxime de jouer. Notre expert a trouvé un acheteur et vient récupérer la belle italienne. C'est le grand jour pour la voiture de Dorian. Maxime dresse un ultime bilan avec Pierre-André. Bon, dis-moi, on en est où sur la barre? C'est fini? C'est fini. Finalement, Pierre-André a décidé de ne pas changer les 4 pneus, mais seulement ceux à l'avant pour ne pas dépasser le budget prévu. En effet, au lieu de réparer uniquement la jante avant gauche, il a également fallu réparer la jante avant droite, qui elle aussi était abîmée. Rappelons que les plaquettes de frein ont été changées, que le turbo a été vérifié et qu'un polylustrage du pare-choc arrière a été effectué, tout cela pour le même prix, 1 500 €. Bravo. Tout va bien. Ben ouais, écoute, on est J'ai content. un acheteur qui vient là. Ah ben écoute, on est super ravis, enchantés. Fini? Voilà, C'est fini. prêt? Fini, c'est prêt. Bon, merci Pierre-André. Maxime, avec Ciao. plaisir. Ciao. À bientôt, salut. Bye bye. Et cet acheteur chanceux, c'est Hugo, qui vient à la rencontre de notre expert d'un pas décidé. Salut Hugo. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Ça va. Bienvenue. La voilà. Elle est impeccable, super. Pourquoi tu veux acheter une Abarth? C'est un modèle que je cherche depuis quelques mois. D'accord. Et je voulais cette couleur. Tu la voulais exactement comme ça? Exactement comme ça. Tu as été le premier à réagir quand on l'a mise en annonce. Oui. Et tout de suite. C'est le modèle qui me plaît, c'est une petite voiture sportive, c'est sympa, Ouais. pour tous les jours. Tu vas rouler avec ça tous les jours? Ouais.
T'es au courant que c'est un très tôt comme bagnole? Oui, oui. C'est une voiture qui a été très bien suivie. On a fait un peu de frais dessus. Les pneus avant, les 2 pneus avant, les 2 jantes avant parce que le Dorian propriétaire avait pris, je pense, une cassure sur la route, donc les 2 jantes avaient pris un pet. Bon, on est en plein soleil, elle est noire. Il n'y a pas trop de défauts de carrosserie. Tu as quelques défauts d'usage, tu vois. Ici, tu as 2 petits pets. Oui. Ouais. Voilà, mais c'est tout. Sinon, elle est nickel. Bon, Hugo, je sens que tu es un peu impressionné par l'auto là. Donc, assieds-toi, vas-y. Prends tes marques dans ta future voiture. Allez. T'as vu, elle est allée baquer la compétition. Bon, comment tu te sens toi dans la voiture? Moi, je me sens bien, hein, ça va. Ouais. Tu poses quoi, position de conduite, ça te plaît? Voilà, ça va, je suis pas mal. Tu t'y vois là-dedans, ouais? Ouais. Bon, bah tu m'emmènes, on va faire un tour. Allez. T'es chaud? C'est parti. Bah reste là, j'arrive. Si toutes les réparations effectuées sont importantes pour convaincre Hugo, ce test routier sera déterminant pour l'aider à prendre sa décision. Même s'il ne le montre pas, Hugo est emballé. Sa conduite sportive parle pour lui. Et pour une fois, Maxime n'a quasiment rien à faire pour convaincre notre acheteur. Autant passer directement à la prochaine étape, la négociation. Alors est-ce que Hugo va repartir avec cette Abarth? Hop là! Salut Maxime. Salut Dorian, ça va? Très bien, et toi? Écoute, très bien, je te présente Hugo. Salut Hugo. Qui est venu Salut. et qui veut acheter ta voiture, qui est très intéressé. C'était le premier à répondre à l'annonce, je crois, 3 heures après la mise en ligne. Ok, Très motivé. ok, intéressant. Combien proposes-tu pour la voiture? 12 500. La négociation semble complexe. Maxime va devoir utiliser toute son expérience pour contenter les 2 parties. Pour rappel, la voiture était affichée à 13 500 €. Voilà, donc c'est 1 000 € de moins que tu en demandes aujourd'hui. C'est 1 000 € de moins, presque 10%. Je pense qu'à 12 500 €, j'aurais pu la vendre très rapidement, peut-être même sans frais. Donc là, d'avoir fait tout ça, je pense qu'il faut monter un peu. Alors je ne sais pas ce que tu peux proposer de mieux, mais aux environs de 13 000, ça pourrait m'aller. On coupe l'apport en 2. Donc là, aujourd'hui, 13 500, 12 500, qu'est-ce qu'on dit? 13? À 12 900, pour moi, c'est bon. 12 900, toi tu as gratté 100 €. Oui. 12,9 t'es vendeur? Ouais, c'est pas mal 12,9. 12 900 €, t'es acheteur, tu pars tout de suite avec la voiture. Dorian, Ça t'es me va. d'accord? Ouais, 12,9 c'est très bien. Voiture vendue? Voiture vendue. Moi, je vous laisse vous taper dans la main. Bravo. Hugo, les clés de ta voiture. Merci. Ça y est, elle est à toi. Tu peux partir avec et on va te regarder en pleurs. Solennellement. Te voir repartir avec la Barth. Pas trop de regrets? T'es content? Non, ça va. Bah, de la voir partir, ça va me faire un petit truc, mais c'est pour quelque chose de mieux derrière. Ah, je sens que ça va te manquer quand même. Hein. Salut Hugo, ciao! Carton plein pour Maxime et voiture à vendre. La Fiat 595 de Dorian est vendue. Et ben voilà, c'est vendu. Mon Bravo, Dorian, Maxime, merci beaucoup. mission accomplie. Ouais. Merci de ta confiance et à très bientôt. Ouais. Un vendeur qui a le sourire et qui récupère donc 11 400 €. En effet, sur les 12 900 € que va payer Hugo, il faut enlever 1 500 € de réparation. Une vente qui s'est faite rapidement et qui garantit un véhicule en parfait état. C'est ça, voiture à vendre. Bah, je remercie bien Maxime en tout cas d'avoir vendu ma voiture presque au prix que j'avais demandé. Et surtout assez rapidement. En passant par Maxime, je sais que l'auto est belle, mais en plus elle est saine. Donc c'était vraiment le gros plus de passer par Maxime. Je repars avec une auto qui va rouler longtemps et très bien. Oh merde.